Bonjour, chers téléspectateurs. Nous sommes aujourd'hui le samedi 8 mars 2025. Comme vous savez, le 8 mars, c'est une journée particulière pour toutes les femmes du monde entier. Le 8 mars, c'est la fête internationale de la femme. Donc aujourd'hui, nous aurons une pensée particulière pour toutes nos femmes, pour toutes nos sœurs, pour toutes nos filles, nos petites filles et les autres, tout en leur souhaitant une bonne fête internationale de la femme. Mais je pense qu'elles doivent prendre le temps de réfléchir. En ce qui me concerne, je souhaite que les femmes congolaises se penchent sérieusement sur la situation du Congo qui est effectivement préoccupante. Et elles savent qu'elles jouent un rôle extrêmement important. Au plan démographique, elles sont extrêmement nombreuses et il est bon. Mais nous leur souhaitons une bonne fête et que tout se passe bien. Ceux qui défendent la paix, ce sont les organisations des femmes qui sont sous-financées, sous-estimées. Amina Mohamed, la vice-secrétaire générale, n'a pu être des nôtres, mais elle voulait malgré tout participer. Elle nous a envoyé une vidéo. Excellences, très chers amis, très chères sœurs, alors que nous nous rassemblons à l'occasion de la Journée internationale de la femme, nous le faisons en nous tenant sur les épaules de générations de femmes qui se sont battues pour les droits dont nous jouissons aujourd'hui, des militantes, des mouvements féministes, des organisations de la société civile ont tracé le chemin au prix de grands sacrifices pour parvenir au progrès dont nous profitons aujourd'hui. Ça en dit long sur leurs efforts inlassables. Cette bataille n'est pas une bataille contre des moulins à vent, c'est une bataille bien réelle. Car ce qui est en jeu, ce ne sont pas uniquement les mots des résolutions des déclarations. Eleanor Roosevelt avait demandé où commencent les droits humains. Ils commencent dans le quotidien des individus, dans le quotidien des femmes et des filles de nos sociétés, de nos communautés. Mais nous sommes loin de l'objectif. À la maison, les femmes sont victimes de violences. Sur leur lieu de travail, elles sont victimes de discrimination, d'inégalité, de rémunération. En ligne, elles sont victimes d'harcèlement et d'atteinte à leurs droits. Elles payent le plus lourd tribut des soins de santé non rémunérés, ce qui entrave leur potentiel économique, limite leurs possibilités. Elles n'ont pas accès à l'éducation, au marché du travail, et donc elles ne peuvent pas façonner l'avenir qu'elles méritent. Voilà les injustices quotidiennes auxquelles font face les femmes et les filles. Si leurs droits ne sont pas défendus dans ces espaces, c'est que notre travail n'est pas terminé. L'impact des inégalités est très concret. On peut le mesurer en termes de potentiel perdu, de possibilités impossible, de vie limitée par des normes et des barrières systémiques caduques. Notre travail n'est pas fini. Nous devons aller de l'avant. Nous devons lutter contre des siècles de discrimination systémique, démanteler les inégalités, éviter une régression, aller de l'avant sans relâche pour défendre, promouvoir l'égalité des genres et le droit de toutes les femmes et les filles dans toute leur diversité. Et lorsque le patriarcat résiste, nous aussi résisterons. Nous l'avons fait à maintes reprises par le passé. Nous continuerons de le faire parce que les droits des femmes et des filles, nos droits, ne peuvent nous être repris. Il y a 80 ans, l'ONU a été créée sur le principe de la non-discrimination, un principe qui reste au cœur même de notre action. L'ensemble de la famille des Nations Unies, à l'unisson, s'engage à défendre l'égalité des genres, pas uniquement dans les mots, mais aussi dans les actes. Nous mènerons, dirigerons le monde avec humilité et courage. Et nous nous tiendrons à chaque étape à vos côtés. Ensemble, nous pouvons y arriver. Ensemble, nous pouvons bâtir un monde où chaque femme et chaque fille vivra dans la dignité et la liberté et aura des possibilités d'avenir. Merci. Bonne journée internationale des femmes. Nous aurons certainement l'occasion de leur passer d'autres messages. Pour cette émission de Grand Temps, nous allons commencer par vous donner un certain nombre d'informations. Et après, nous allons passer à la thématique du jour. En termes d'information, nous voulons vous rappeler que nous sommes le 8 mars. Non seulement que c'est pour la particularité, c'est que c'est la journée internationale de la femme, mais en plus, en ce qui nous concerne, il y a une particularité. C'est que nous sommes censés être exactement ou à 1 an et 7 jours de l'élection présidentielle de 2026. Pourquoi je l'ai dit? Mais parce que l'article 69 de la Constitution stipule clairement que le premier tour du scrutin à l'élection présidentielle a lieu 30 jours au moins
et 40 jours au plus avant la date d'expiration du mandat du président de la République. Et ce mandat qui a débuté le 16 avril 2021 prend fin le 16 avril 2026. Et quand nous faisons le décompte et quand nous regardons ce qui est prévu par les textes, la prochaine élection présidentielle devrait avoir lieu entre le 7 et le 17 mars 2026. Et comme par jurisprudence, elle s'organise spécialement le dimanche, dimanche le 8 mars 2026, c'est un dimanche, ça sera la journée internationale de la femme. Le 15, ça sera une semaine après. Donc, je pense logiquement, il y a fort à parier que l'élection ait lieu le 15 mars 2026. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui pratiquement à J-372 de l'élection présidentielle. Mais retenez-les parce que, à mon avis, nous allons suivre et nous allons avoir beaucoup d'émissions que nous allons faire sur les questions de gouvernance électorale. Maintenant, au-delà de cette information tout à fait particulière, nous revenons également à une information sur laquelle nous reviendrons assez souvent. C'est cette information qui a été donnée par le président de la République lors du message sur l'état de la nation, c'est-à-dire le 28 novembre 2024. Et nous avons retenu quelque chose d'assez particulier, c'est qu'il a relevé avec force qu'au lieu de 3 milliards qu'il fallait pour payer les bourses, les services en exigeaient 9. Donc, il y a un différentiel de 6 milliards. Et selon lui, qui se dissipait sans jamais laisser de traces. Et nous sommes levés. Les Congolais se sont levés pour dire que c'était un nouveau scandale économique et financier de plus, de trop, pourrait même-t-on dire, et qu'il fallait que les responsables de ce scandaleux crime économique et financier soient traduits devant les tribunaux, qu'ils soient traduits devant la justice. Et nous attendons. C'est vrai que nous avons eu cette nuance à la fois du Premier ministre et du ministre chargé à la communication qui disait qu'il fallait une enquête administrative, mais nous pensons que depuis le 28 novembre jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus de 3 mois, cette enquête qui devrait requérir une priorité de premier plan a dû ou certainement en train d'être finalisée. Mais en tout cas, les Congolais attendent qu'il y ait cette démarche auprès de la justice. Maintenant, au-delà de cet aspect, les Congolais découvrent chaque jour qu'il y a des scandales. Et l'un des scandales qui a surpris les Congolais, c'est la déclaration qui a été faite par le directeur général des douanes, nous en avons déjà parlé, qui a révélé clairement qu'au cours de l'année 2024, il y avait pratiquement 600 milliards de francs CFA d'exonération douanière dans notre pays. Et tout est simplement 180 milliards de rentrées douanières. Vous voyez que c'est scandaleux. Surtout lorsque nous voyons les gouvernants défiler devant nous pour dire il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Ils cherchent les niches d'argent, ils parlent de la plus grande mobilisation des ressources. Mais les niches, elles sont là. Qu'est-ce qu'ils font pour avancer? Mais toujours sur ce créneau. S'agissant du débat qu'il y a eu lieu à l'Assemblée lors d'une séance de questions au gouvernement sur la question de l'électricité, un député a annoncé clairement que, s'agissant de cette affaire, il semblerait que quelqu'un ou une société aurait déjà soutiré 40 milliards de la BESCA au Congo même, certainement pour ces projets, mais qui ont été suspendus. Donc là aussi, il ne faut pas que l'on observe le silence qu'on a observé lorsqu'on avait parlé de cette route imaginaire de 137 km, 35-137 km, pour laquelle des fois avait été débloquée et qui n'avait jamais été réalisée. On a concédé le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, si vous avez les ministres qui ont failli, mais demandez leur départ auprès du président de la République. 5 minutes, oui, monsieur le Président, s'il vous plaît. Je vous en prie, vous avez déjà mes gars, j'en ai qu'une seule, mais laissez-moi sur ça. C'est dramatique. Quelles sont les perspectives pour comment l'histoire que le président, on parle des accords avec le FMI, d'ici à ça, surtout qu'ils sont venus ici, ils sont venus nous ont ouvert une session budgétaire sans gouvernement, sans un peu pas d'approche. C'est une première dans l'histoire du Congo. Donc c'est ici, voici les mesures, voici ce qu'on va aboutir.
Mais nous sommes des hommes très gentils, nous vous recevons avec 5 mois sans salaire. Nous vous recevons 5 mois sans salaire, derrière nous les attachés, les conseillers, jusqu'au bataillon qu'on gère dans les quartiers. Donc, soyons sérieux parce que nous devons ici, le président a dit, il y a des grandes lignes et ce gouvernement le mettre maintenant en pratique. Je reviens sur le point, et ça c'est là où je prends la question qui est déposée, au ministre de la Belgique du territoire, oui. Je voulais vous entendre, monsieur le ministre, quand vous avez parlé du contrat sur l'entreprise de tonnage, non, je voulais vous entendre que vous avez signé un contrat pour l'aménagement des 135 km. Parce que comment vous avez fait une concession d'une route, monsieur le ministre, une concession de route, et qui n'existe même pas. Mais d'ici, oui. Donc, il y a tellement de scandales, mais je ne parle pas des autres parce que vous les connaissez suffisamment et nous aurons l'occasion d'y revenir assez souvent. Mais non, au-delà de cette deuxième information, la troisième information à laquelle nous tenons beaucoup, c'est l'annulation pure et simple des accords avec le Rwanda. Aujourd'hui, nous avons suffisamment d'éléments. Nous rappelons aux gouvernants que les Congolais ont dit non à la vente des terres, non à la cession des terres congolaises sous quelque forme que ce soit au Rwanda, oui à l'annulation pure et simple. Et nous constatons que malgré les démarches que nous faisons, nous avons écrit au Premier ministre sur la base des informations que lui-même il a fournies pour que des dispositions soient prises afin que l'autorisation express d'occuper de 20 ans qui avait été accordée pour le ranch de Massangi à la société Ileveco, qu'on mette fin à cette autorisation. Et s'agissant des autres, des 5 autorisations provisoires d'occuper, ben je crois que sur la base des informations en notre possession, on devrait déclarer purement et simplement ces autorisations caduques et rentrées. Et nous sommes confortés dans cette vision parce que le Premier ministre lui-même a énoncé clairement, lorsqu'il est passé tout dernièrement devant le Sénat, que les sénateurs parlaient au nom du peuple et que s'ils disaient non à une quelconque démarche, le gouvernement prenait date. Et c'est ce qui a été fait pour le contrat d'affermage. Mais d'où vient qu'en ce qui concerne cette affaire d'accord avec le Rwanda, on a un certain nombre de problèmes et on ne veut pas arrêter. Le premier, il y a eu, dans certaines localités que nous avons visitées, pas dans toutes, à Madiengu et un peu à Lodima, un sentiment mitigé, mais un sentiment général d'inquiétude et de peur de la part de la population au regard d'un certain nombre d'informations qui auraient été mises à leur disposition faisant état d'une vente des terres congolaises au Rwanda ou à des sujets rwandais. Le deuxième fait constant à retenir, c'est que aucune terre, aucune partie de terre n'a fait l'objet de vente ou de cession sur toute l'étendue du territoire national et particulièrement dans les localités visitées. Et les populations s'en sont elles-mêmes rendues compte puisque de leurs témoignages, nous avons tous suivi que les populations n'ont reçu sur leur terre aucune délégation rwandaise. Le troisième fait constant à retenir, c'est que les localités que nous avons visitées ont fait l'objet d'autorisation provisoire d'occuper ou d'autorisation express d'occuper s'agissant de la localité de Massangi à Yama. Et malgré ces autorisations provisoires ou express, aucune activité n'a été entreprise pour la mise en œuvre de ces autorisations provisoires. Si jusqu'au 8 décembre 2024, date d'expiration de ces autorisations, toutes ces diligences n'ont pas été accomplies, ces autorisations seront frappées de caducité. Les textes pourraient être remis en cause, non pas par xénophobie, non pas par rwandophobie, mais simplement au regard de l'application stricte
des lois que nous avons. Dernier jour ce mercredi du voyage du chef de l'État rwandais au Congo. Une visite de 72 heures au cours de laquelle Paul Kagame, dont la dernière venue remontait à 2016, a rencontré son homologue congolais. Les deux dirigeants ont convenu de plusieurs accords de coopération touchant divers domaines, 8 au total, couvrant notamment les mines et la formation qualifiante, mais aussi les secteurs culturels et sportifs, sans oublier l'agriculture. Sur ce dernier point, Kigali et Brazzaville ont notamment signé une convention des terres arables pour la culture maraîchère et établi 2 mémorandums d'entente. Après avoir estimé que le niveau des relations économiques entre les deux pays ne reflétait pas l'étendue et la profondeur des engagements pris en 2010 et 2011, les dirigeants rwandais et congolais ont invité leurs gouvernements respectifs à s'employer rapidement à l'élaboration de plans d'action en vue d'exécuter sans délai les accords déjà signés. Les deux chefs d'État se sont enfin accordés sur l'élargissement et l'approfondissement du champ de coopération entre leurs pays au profit des citoyens. Plus largement, Paul Kagame a dit vouloir renforcer les relations avec les pays d'Afrique centrale, non seulement dans le domaine de l'économie, mais également dans celui de la lutte contre l'insécurité. Mais la question est d'autant plus importante en ce qui nous concerne. Nous avons rappelé à plusieurs reprises les révélations de Laurent Sokoko, que ce soit sur l'aspect du complot international qui a été monté contre notre pays avec, semble-t-il, un volet portant sur l'assassinat du président de la République, que ce soit sur la présence des forces rwandaises et du M22 sur notre territoire, notamment dans la Sangha, profitant, semble-t-il, de l'exploitation minière par Crystal Venture de la mine d'or de Kanga-Michopo. Nous avons révélé tout ça et nous avons constaté que la situation au niveau de ce dossier a évolué parce qu'aujourd'hui, tout le monde est au courant. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, l'Union africaine, la Commission paix et sécurité de l'Union africaine, les pays comme les États-Unis, le Canada, les pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne, etc., l'Union européenne, ont décidé et ont condamné l'agression de la RDC par le Rwanda. Envoyé spécial à Kinshasa, Catherine Norris-Trent. Les 15 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies ont adopté à l'unanimité une résolution condamnant fermement l'offensive de l'M23 dans l'est de la RDC et demandant au Rwanda de cesser de soutenir les rebelles et de retirer ses troupes immédiatement et sans condition préalable de la zone. C'est la première fois que le Conseil vise directement Kigali, une victoire diplomatique en quelque sorte pour le gouvernement congolais qui, depuis des semaines, appelle la communauté internationale à l'aide. Cependant, cette résolution, rédigée par la France, ne prévoit pas pour l'instant de sanctions. Pour sa part, le Rwanda nie soutenir la M23 et son représentant a évoqué, et je cite, des pressions regrettables exercées sur les pays africains siégeant au Conseil de sécurité. Ce groupe, le A3+, a bien voté pour la résolution, soulignant que les actions de l'M23 menacent la souveraineté de la RDC et éloignent la possibilité de dialogue. Sur le terrain, dans l'Est congolais, le M23 a continué son offensive ces derniers jours en direction du territoire de Lubero, au nord de Goma, et d'Uvira, dans le sud Kivu, mais la situation reste très floue. Les conditions humanitaires deviennent par ailleurs de plus en plus précaires pour la population dans la zone. Les habitants de Goma constatent que le manque d'argent liquide continue de faire monter le taux d'échange et les prix des denrées alimentaires sur les marchés augmentent. Il y a même des mesures, des sanctions qui ont déjà été envisagées. Il a été demandé au Rwanda, au M23, de se retirer des zones occupées. Il a été demandé au Rwanda de se retirer. Et ensuite, tout le monde est préoccupé, choqué par les massacres qui se déroulent à l'est de la République démocratique du Congo. Et cela nous conforte après ce que nous avons dit sur la situation, la crise au Mozambique avec les forces de défense rwandaises et autres. Ça nous a confortés dans la position qui a toujours été la nôtre, qui consistait à dire non à la cession de nos terres ou à la vente de nos terres au Rwanda.
Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision. Nous sommes le 30 mars dernier. Un reportage de la télévision rwandaise crée une panique au Congo. Le Congo-Brazzaville a offert au Rwanda des terres plus grandes que la ville de Kigali pour être exploitée. Les journalistes racontent comment les Rwandais vont prendre possession et exploiter des terres au Congo pour leurs activités agricoles. Deux terrains qui appartiennent désormais au Rwanda avec une superficie combinée de 980 km². Nous avons fait une étude de faisabilité et ce projet est désormais en cours. Mais il ne fait aucun doute que le marché est une véritable potentialité. Des terres offertes au Rwanda, l'affaire fait grand bruit, inquiète fortement les populations, notamment celles des départements cités, Poul, Bwenza, Kwilu, Nyari. Tout démarre d'un rapprochement entre Congo et Rwanda avec ces rencontres entre les présidents Sassou et Kagame en 2022. Des accords cadres sont signés, tels que celui-ci. Il prévoit la possibilité de réaliser des contrats entre les deux pays. Celui-ci a été signé entre les deux ministres de la coopération internationale. L'exploitation de terres serait donc le premier cas concret. Scandale sur place, les agriculteurs locaux ne veulent pas céder leurs parcelles au Rwanda. Nous sommes pas satisfaits. Si cette compagnie qui a envie de venir, c'est une compagnie rwandaise ou pas. Si c'est une compagnie rwandaise, on ne peut pas accepter. L'inquiétude grandit au point que les ministres se déplacent dans les émissions de télévision pour tenter des explications. Le chef de gouvernement lui-même se rend sur le terrain avec la presse. L'objectif est tout simplement de contrer l'idée que le Rwanda possède une partie du Congo. À quel moment aurions-nous signé des actes de cession ou de vente? On a beau expliquer, il n'en a pas été le cas. Tout le monde a voulu se convaincre de ce que le gouvernement avait signé, des actes de cession des terres dans les départements du Poul, de la Bwenza, du Nyari. On a produit des documents. Preuve à l'appui. Personne n'a voulu croire. Le problème, c'est que la société civile et les opposants demandent à consulter ces documents, ces preuves, sans résultat. Le gouvernement communique simplement sur une location de 20 ans pour ces terres, sans autre précision, et des voix s'élèvent pour dénoncer des irrégularités légales. Le problème, ce n'est pas le Rwanda. Le problème, c'est la légalité. Lorsque nous parlons de ces accords et que nous ne voulons pas de ces accords, c'est parce que ces accords n'ont pas, juridiquement parlant, un fondement solide. Parce que si je demande au Premier ministre le retrait de ces actes réglementaires illégaux, c'est tout simplement parce qu'il y a des actes qui ont été pris par le gouvernement qui ne sont pas en conformité avec la loi. À ce jour, au Congo, à notre connaissance, aucun contrat précisant les conditions d'exploitation des terres n'a été rendu public. Mais ce qui nous surprend surtout et qui nous préoccupe, c'est qu'il y a la censure de l'information s'agissant des événements de la RDC dans tous les médias d'État. Depuis que ça a commencé, en aucune fois, que ce soit sur la télévision nationale, que ce soit au niveau de la radio, on évoque cette situation dramatique, critique, connue en termes de massacre, en termes d'exaction, en termes d'exécution sommaire, mais même en termes de déplacés. Comment expliquer ce silence du Congo pour des événements aussi dramatiques qui se déroulent dans un pays voisin, tout en sachant que Brazzaville et Kinshasa sont pratiquement les deux capitales les plus rapprochées du monde. Donc nous avons toujours cette préoccupation. Nous savons que les gouvernants soutiennent le Rwanda, mais nous disons que les gouvernants doivent tenir compte de ce que les Congolais, tant de l'intérieur que de l'extérieur, ont dit non. Et ont demandé, je ne dirais même pas ont demandé, ont exigé l'annulation pure et simple de ces accords et que rien, absolument rien, ne puisse permettre de faire perdurer la situation. Et c'est dommage que nous constatons ce que nous constatons. Maintenant, l'aspect que nous allons aborder après, avant de passer à la thématique, c'est de donner l'information aux téléspectateurs que le 27 février dernier, il a été publié au plan mondial l'indice de démocratie au plan mondial. Cet indice qui est calculé par les économistes intelligence fait apparaître clairement l'état de la démocratie à travers le monde et donne le classement selon les pays. Le constat qui a été fait, c'est que dans le monde en général, il y a le recul de la démocratie.
Et cette situation touche particulièrement les pays africains, qui se retrouvent aujourd'hui avec une seule pleine démocratie, la République de Maurice. Si démocratie imparfaite, mais par contre, 27 pays à régime autoritaire, c'est-à-dire des dictatures. Et dans ce cadre, le Congo est très mal placé, parce que l'indice de démocratie du Congo, en 2024, il s'est élevé comme en 2023, comme en 2022, comme en 2021, à 2,79 sur 10. Ce n'est pas brillant. Le Congo est classé au 128e rang sur 167 pays. Mais ce qui est encore plus préoccupant, c'est que le Congo est considéré à travers cet indice comme un pays à régime autoritaire, c'est-à-dire une dictature. C'est pour ça qu'il faut que nous sortons de la langue de bois. C'est pour ça qu'il faut que nous intériorisons un certain nombre de choses, au lieu d'avoir tendance à cacher les chiffres, de les dissimuler. Et si nous parlons de la transparence, il faut que les choses apparaissent très clairement et que les Congolais puissent en être clairement informés, surtout au moment où on va avoir, je crois, pendant cette année qui se présente devant nous, à des débats et à des joutes oratoires sur la question de la gouvernance électorale. Une fois dit et une fois donné ces informations, nous voulons venir à la thématique de ce jour. Aujourd'hui, nous avons retenu un thème. Mais pour faire le choix de ce thème, nous nous sommes basés sur les événements qui se sont passés ces derniers temps dans notre pays. Et dans notre pays, il y a eu l'audience solennelle de la rentrée judiciaire de la Cour suprême. Et à cette occasion, le chef de l'État, qui est le premier magistrat, a donné un message très fort dans lequel, s'adressant aux magistrats, j'ai retenu un passage qui nous a guidés un peu dans le choix de la thématique d'aujourd'hui. C'est lorsqu'il dit clairement, après avoir interpellé les magistrats, que la loi est dure, mais c'est la loi. Et nous en avons profité pour avoir comme thématique aujourd'hui les incohérences et les contradictions du système. Et nous allons nous efforcer à faire apparaître un certain nombre de choses. Certaines sont oubliées, mais nous allons insister pourquoi. Mais parce que le président Sassou est pratiquement dans sa 42e année au pouvoir. Il en a fait 13 de 1979 pratiquement à 1992 et pratiquement 28, je crois, 28-29 depuis son retour au pouvoir par les armes en 1997. Il fallait que vous montrer que voici les choses pillées par les cocoys et qui devaient amener, ils ont abandonné. On pouvait fouler, ils ont fui. Et donc nous avons tué certains qui sont des bandades. Donc lors de leur débandade, les cocoys qui avaient pillé. Non, on va pour attraper les soldats. Nous sommes toujours là aux abords du camp 15 août. Nous allons bientôt aborder le rond-point de la Piro, à hauteur donc de la ligne de départ, qui nous permettra de lancer l'assaut sur le pavillon. Voilà, ça c'est les combattants de première ligne qui tirent sur les positions ennemies. Et je crois que ça donne une marge, une plage assez forte pour qu'on ait des repères et qu'on puisse essayer de retrouver des questions, des choses qui ont été dites qui posent véritablement problème aujourd'hui. C'est pour ça que nous allons aborder cette partie en plusieurs phases. La première phase, nous voulons faire des rappels. Et je crois qu'en termes de rappel, il faut que nous rappelons
que dans ce pays, dans les années 80, il a été donné un slogan extrêmement fort, qui a fait rêver, qui a fait penser à beaucoup de choses au niveau des Congolais. Et ce slogan s'intitulait « Vivre durement aujourd'hui pour mieux vivre demain ». Et ça donnait de l'espoir aux Congolais. Mais depuis les années 80 jusqu'à maintenant, ça fait pratiquement plus de 40 ans. Et les Congolais constatent que la situation ne s'améliore pas. Au contraire, elle s'empire. Les Congolais s'enfoncent davantage dans la misère et dans la pauvreté. Et ils se posent la question, mais quand pourrons-nous mieux vivre dans ce pays? Vous avez quelques indications. Je peux sommairement dire, rapidement, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Tous les matins, cette habitante des quartiers périphériques de Pointe-Noire en République du Congo doit se rendre à la source d'approvisionnement d'eau la plus proche de chez elle, située à près d'1 kilomètre. Elle doit s'y rendre très tôt pour ne pas avoir à faire la queue. Pour avoir de l'eau, il faut sortir à 4 h du matin et là-bas, il faut se chamailler, il faut se bagarrer parfois. Donc nous souffrons beaucoup pour avoir de l'eau. Quand tu viens à 7 h, tu ne peux plus avoir l'eau. Comme elle, plusieurs centaines d'hommes, de femmes et d'enfants n'ont pas accès à l'eau potable au robinet. La ville qui a atteint 100 ans cette année a connu ces dernières décennies une forte croissance urbaine, laissant derrière elle de sérieux problèmes d'adduction d'eau potable. Depuis, certains ont opté pour la construction de forages privés. Là maintenant, nous partons à 7 mois, le sort pas. Vous pouvez même aller filmer là où il y a la pompe. Donc j'ai eu 3 pompes chez moi dans la même parcelle. Il faut changer, il faut changer. C'est ça qui m'a poussé à faire le forage. Lorsqu'on veut se lancer dans la construction de tels ouvrages, il faut tenir compte des normes environnementales, de l'OMS qui veut qu'il y ait par exemple des critères sur le pH, les critères sur la conductibilité, pour faire de telle sorte que l'eau qui va être exploitée soit potable pour la population. Ici, comme dans plusieurs autres régions du pays, la production en eau est estimée à 64 800 mètres cubes par jour, alors que le besoin en eau s'élève à 110 000 mètres cubes, soit un déficit d'environ 45 200 mètres cubes par jour. Les autorités estiment qu'il faudra environ 957 milliards de francs CFA pour sortir de cette pénurie de l'or bleu. Car si le pays dispose de ressources suffisantes en eau douce, ce sont les infrastructures de distribution qui posent problème. Cédric Seosolo, Pointe-Noire, Africa News. Je peux ajouter qu'il n'y a pas de route. Je peux ajouter qu'il y a des conditions de vie. Il y a le chômage endémique des jeunes. Il y a un certain nombre de choses. Donc on n'y revient pas. Mais la question qu'on peut se poser, est-ce que les gouvernants ont conscience que plus de 40 ans après tant de promesses, la situation des Congolais ne s'est pas améliorée, mais elle n'a fait que empirer, elle s'enfonce davantage. Et c'est dommage, c'est véritablement triste. Le deuxième aspect sur lequel nous allons revenir en termes toujours de slogans, qui avait été très apprécié par les Congolais à l'époque, c'est lorsqu'on dit, lorsqu'on serre la ceinture ici, il ne faut pas qu'il y ait gaspillage là. Ça fait penser immédiatement à une question à laquelle les Congolais tiennent beaucoup. C'est la répartition équitable de la richesse nationale. Parce que le Congo est un pays riche, contrairement à ce qui a été dit dans le cadre de l'initiative Pays pauvres très endettés. Le Congo n'est pas pauvre. Très endetté il est, mais pauvre il ne l'est pas. Et curieusement, il n'y a qu'une petite minorité qui vit dans l'opulence, qui vit dans l'arrogance, alors que la grande majorité de la population croupit dans une misère pratiquement indescriptible. Est-ce que cela est véritablement compréhensible? Est-ce que les gouvernants ne s'en rendent pas compte? Peut-être qu'il faut leur donner un certain nombre de chiffres. Je prends un exemple sur lequel on est assez souvent revenu. Un ministre congolais gagnerait 11 millions de francs CFA par mois, c'est-à-dire l'équivalent à peu près de 16 700 euros. Par jour, ça correspond à un gain de près de 366 000 francs par jour, c'est-à-dire près de 560 euros par jour. Et en plus de ça, il y a une indemnité de logement
de 1 500 €, supérieur à 2 200 €. Mais la caractéristique essentielle de cette indemnité de logement pour les ministres, parce qu'elle est plus élevée pour les ministres d'État et probablement, certainement pour le Premier ministre, elle est supérieure au salaire du président chinois. Vous vous rendez compte? Avec la puissance économique de la Chine. L'indemnité de logement du ministre congolais est supérieure au salaire du président chinois. Elle est supérieure au salaire du Premier ministre indien. Je parle là des 2 pays les plus peuplés du monde avant de parler de leur puissance économique, que ce soit la Chine, que ce soit l'Inde qui est dans les BRICS. Et quand on vient plus bas, on découvre quoi? Le SMIC, le salaire minimum interprofessionnel garanti, n'est que de 70 400 francs CFA, c'est-à-dire 107 € ramené à la journée. Ça fait 2 350 francs CFA, c'est-à-dire à peu près l'équivalent de 3,6 €. Vous vous rendez compte? Regardez l'écart. C'est véritablement scandaleux. Et comment on peut tolérer ce genre de situation? Alors la situation la plus grave, c'est que dans un contexte comme celui-là, contrairement à ce qui se fait dans d'autres pays, il y a un refus catégorique, une résistance à aller à la réduction du train de vie de l'État, qui devrait permettre la réduction des effectifs en ce qui est au niveau de toutes les institutions, gouvernements et toutes les autres institutions. On devait également aller vers la réduction des conditions de rémunération. Mais au Congo, c'est l'indifférence totale. Cela ne regarde pas les gouvernants. En fait, ils disent, nous profitons. Et les autres, écoutez, sont plongés dans la misère et dans la souffrance. Ce n'est pas du tout leur problème. Et quand vous regardez comment ça se présente, malgré la modicité de ces sommes, mais en plus, elles ne sont pas payées à temps. Les retraités cumulent aujourd'hui 42 mois d'arriérés de pension. Les étudiants, c'est plus de 3 ans de bourse. Quand vous avez les travailleurs de la mairie de Ouesso, c'est pratiquement 120 mois d'arriérés de salaire, c'est-à-dire 10 ans. Est-ce que c'est acceptable? Est-ce que c'est humain? Est-ce que c'est... Non, il faut un peu d'humanisme dans tout ce qui se fait. Donc, en conclusion, sur ce point, nous disons qu'il est dommage que les gouvernants adoptent cette attitude. Il est dommage qu'ils se plaisent à la pauvreté de la majorité des Congolais. Mais c'est aux Congolais d'en prendre conscience, parce qu'un autre mode de répartition de cette richesse est possible et nous pouvons bien y arriver. Maintenant, je vais arriver à quelque chose de fort. Quand j'étais actif, j'ai apporté ma contribution. C'est le plan quinquennal 1982-1986, qui avait pour principal objectif la mise en place d'un puissant secteur hors pétrole. Je dis bien qu'il y avait pour principal objectif la mise en place d'un puissant secteur hors pétrole. Plus de 40 ans après, l'échec est patent. La diversification économique ne s'est pas réalisée. Le pétrole joue toujours un rôle prépondérant. Avec la vulnérabilité qu'il a au sein de notre économie. Parce que les principaux paramètres nous sont exogènes, ils ne dépendent pas de nous. Ils s'imposent à nous. Et nous subissons assez souvent les contre-coups de la situation. Que devons-nous faire? Et si on devait parler en termes de bilan, on dirait que les choses sont très claires là. Elles sont très nettes. On devrait pouvoir avancer. Mais parlant du plan quinquennal, je rebondis immédiatement sur un autre aspect préoccupant, l'autosuffisance alimentaire d'ici à l'année. On en a fait beaucoup de bruit. Mais figurez-vous qu'aujourd'hui, le Congo importe auprès de 700 milliards de francs CFA de produits alimentaires. Et c'est certainement cet échec qui conduit nos gouvernants à aller signer des accords avec les Rwandais, etc., pour céder nos terres et semble-t-il qu'il fasse de l'agriculture pour nous. Non, nous n'acceptons pas.
Nous n'acceptons pas cela. Et je crois que les gouvernants doivent se rendre compte que de cette façon, l'échec est patent. Et c'est ça qui apparaît toujours en termes de paradoxe entre ce qui se dit, les fausses promesses et les réalisations qui sont faites concrètement sur les terrains. Et c'est véritablement dommage pour tous. L'aspect qui vient après, qui découle également, qui a dû être pris, qui aurait dû être pris en charge au sein du plan quinquennal, mais qui n'a toujours pas été résolu. Il y a eu un slogan dans ce pays, santé pour tous. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les Congolais sentent qu'il y a la santé pour tous? La situation sanitaire du pays, de façon générale, est alarmante. Elle est alarmante. Assez souvent, on a beaucoup plus affaire à des mouroirs et non pas à des hôpitaux. Et on constate quelque chose encore de plus scandaleux, comme ce qu'on constate dans le cadre de la répartition de la richesse. C'est que les gouvernants, les dignitaires du pouvoir, leurs familles, le clan, etc., ils ont fait un choix. C'est celui des évacuations sanitaires. C'est-à-dire qu'ils se font soigner à l'extérieur du pays. Et en ça, nous sommes pétris d'admiration devant des pays comme le Niger, devant des pays comme le Burkina Faso, qui font des réalisations dans ce domaine qui ont permis pratiquement de ne plus du tout parler en termes d'évacuation sanitaire lorsqu'il s'agit de l'État. Et assez souvent, au Congo, on parle de progrès, on parle, mais en réalité, sur le terrain, les situations sont terriblement difficiles. Mais sur ce premier volet en termes de rappel, prenons la situation du secteur éducatif. Relisons la Nouvelle Espérance, la description qu'on en a faite. Mais rien n'a fondamentalement changé. Et ce qui est surprenant aujourd'hui dans le secteur éducatif, c'est que non seulement la situation est préoccupante, mais il y a eu les états généraux de l'éducation. Mais diable, pourquoi n'applique-t-on pas les recommandations des états généraux de l'éducation? Certainement qu'on viendra encore nous parler d'argent, puisque le Premier ministre a dit que depuis des années, on n'a pas révisé le barrage du Djoué, on n'a pas révisé le barrage de Mokoulou, parce qu'il manque de l'argent. Mais cet argent qui a été dilapidé du trésor public, qu'on a placé dans les comptes à l'extérieur du pays, est-ce qu'on est responsable en venant tenir devant les Congolais ce genre de discours? Nous, l'enquête de Libération ce jeudi sur le détournement présumé de la manne pétrolière du Congo-Brazzaville, l'un des pays hélènes les plus pauvres du monde. Des centaines de milliers d'euros, de millions d'euros évaporés dans ce qui s'apparente au pillage de tout un pays où le revenu moyen par habitant n'atteint pas 5 € par jour. Le premier volet de cette enquête, intitulé « Le président, l'intermédiaire et les millions envolés », raconte comment l'arrestation de cet homme d'affaires, Lucien Ebata, un proche du président Denis Sassou Nguesso, mis en examen en France en 2021 pour blanchiment et corruption active, comment son arrestation a permis la mise au jour d'un puissant système financier occulte au profit du clan du président Denis Sassou Nguesso, arrivé au pouvoir pour la première fois, on le rappelle, en 1979, une affaire qui a commencé en janvier 2012 à l'aéroport de Roissy où Lucien Ebata s'était fait arrêter en possession de sommes stupéfiantes en liquide, 182 000 € et 40 000 $ en espèces non déclarées, au cœur de ce système de détournement présumé. Une société, la société de Lucien Ebata, la société Orion, du nom de la constellation symbolisant la force dans la mythologie grecque. Une entreprise moins poétiquement immatriculée aux Seychelles avec l'aide du cabinet d'avocats Mossack Fonseca, un nom qui vous dit sans doute quelque chose puisqu'il s'agit de la société qui s'est retrouvée au cœur du scandale d'évasion fiscale des Panama Papers. S'agissant d'Orion, donc, Libé affirme que cette société a alimenté des dépenses somptuaires, des dizaines de milliers d'euros de cadeaux achetés dans des boutiques de luxe sur les Champs-Élysées, jusqu'à des mouvements de cash pouvant atteindre des millions d'euros à Paris et à Monaco.
Libération évoque une affaire qui résonne avec celle des biens mal acquis, dans laquelle, on s'en souvient, des membres du clan de Denis Sassou Nguesso sont soupçonnés de s'être constitués des patrimoines illicites en France grâce à des détournements de fonds publics, etc. Bref, nous avons tenu à faire ces rappels parce que assez souvent, on a le sentiment que lorsqu'on parle du Congo, on parle d'un autre monde, mais pas celui que les Congolais connaissent. On essaie de brosser une situation. Évidemment, ça a un caractère électoraliste, mais on devrait revenir, avoir les pieds sur terre et présenter les choses telles qu'elles le sont. Ce que j'évoque là, ce n'est que sur quelques aspects. Nous allons encore en toucher, c'est pour ça que je vais parler d'autres aspects. Les autres aspects que je vais évoquer, surtout en termes de déclaration au niveau des gouverneurs. Mais je pense à cette déclaration qui a été faite par le chef de l'État en mars 2024, lors du Conseil supérieur de la magistrature, lorsqu'il a déclaré « le ver est dans le fruit ». Il est effectivement dans le fruit. Il nous faut le détruire. Pas seulement dans le secteur de la justice, mais dans tous les secteurs d'État. Et je suis surpris du silence des gouvernants sur ce que, sous le président Yombi, il déclarait que lorsque le chef d'État parle, c'est des orientations qui sont données. Mais les Congolais ont été surpris, tant au niveau du gouvernement, tant au niveau du Parlement, c'est-à-dire de l'Assemblée et du Sénat. Le relais n'a pas été pris. C'est tout comme si le président de la République se retrouvait seul, isolé. Mais c'est un système. C'est un système. Et la question qu'on peut se poser, est-ce que le ver a été détruit? Je dis non. Chaque jour, on ne fait que découvrir des scandales. Chaque jour, on ne fait que se rendre compte qu'on s'enfonce davantage dans une situation de crise, dans la misère, dans la souffrance. On ne sait pas quoi avancer. Et la question que je pose au gouvernement, que faire pour détruire ce ver? Qui doit agir pour la destruction de ce ver? Qui ignore que ce ver continue à exister et que malheureusement, ce sont les populations qui en payent le prix. Donc voilà un aspect extrêmement important sur lequel nous devrions revenir. Maintenant, puisqu'on parle des élections, le deuxième aspect que je vais aborder dans cette page, c'est une question que je me pose. Parce que bientôt, on va nous parler des listes électorales, etc. On sent que le Parti congolais du travail veut revenir comme dans le système monopartite, etc. Tout ça. Est-ce que le Congo est une démocratie? La réponse est non. La réponse est non. Et nous avons beaucoup d'exemples pour dire que la réponse est non. Déjà, le président Sassou lui-même en 1992 avait clairement déclaré: jamais, jamais je ne pourrai accepter que la Constitution soit violée. Lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Cependant, est vrai le fait que jamais je ne pourrai accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Mais je vous ai parlé de l'indice de la démocratie qui vient d'être calculé parce que ça a été fraîchement publié. Et je rappelle au gouvernement que les statistiques sont des monstres froids, des outils d'aide à la décision, à la bonne décision. Il ne faut pas les ignorer. Et lorsqu'on regarde cet indice qui est de 2,79 sur 10, ben on se dit que le Congo est véritablement une dictature. Et la question sous-jacente qui vient immédiatement, est-ce qu'au Congo on peut organiser une élection libre, démocratique et transparente? On y reviendra. Mais la réponse que je donne tout de suite et immédiatement, c'est que cela n'est pas possible. Cela n'est pas possible. Et il faut
une remise en cause fondamentale. Et on a le sentiment que les gouvernants ne veulent pas de cette remise en cause fondamentale. Assez souvent, ils aiment utiliser le mot réforme. En fait, ils n'aiment pas les réformes qui peuvent permettre au Congo d'avancer et de progresser. Maintenant, l'aspect qui vient après, sur lequel je vais beaucoup insister, c'est en rappelant la déclaration du chef de l'État aux magistrats. Dure est la loi, mais c'est la loi. Je reprends. Dure est la loi, mais c'est la loi. Autrement dit, nous avons eu souvent l'occasion de l'écouter sous d'autres formes. La loi est dure, mais c'est la loi. Elle doit s'appliquer à tous dans toute sa rigueur. Nul n'est au-dessus de la loi. Et je crois que nous devons intérioriser ça. Sous d'autres cieux, on dit par exemple que la Constitution est sacrée. Personne, absolument personne, n'a le droit ni le devoir de la violer. Et pourtant, au Congo, elle est régulièrement violée. Alors, lorsque je suis ce message du chef de l'État, le premier commentaire que je fais qui apparaît de toute évidence, mais c'est le paradoxe entre ce qui se dit au Congo et ce qui se fait. Et pourquoi je le dis? Pourquoi je le dis? Parce qu'assez souvent, je suis revenu là-dessus. Le Parti congolais du travail, parti au pouvoir, depuis pratiquement 1968, sinon 1969, en dehors de l'épisode de 5 ans du président Lissouba, n'est pas en conformité avec la loi. Non seulement il n'est pas en conformité avec la loi, il aurait dû être sanctionné par rapport à cette loi. Et c'est là où nous disons au président de la République, jurer la loi, mais c'est la loi. Ça veut dire que le Parti congolais du travail doit être sanctionné. Et il est anormal que ce parti se déploie à travers le pays, et fait des meetings, etc. Alors que sous d'autres cieux, le préfet de Brazzaville écrit pour dire « Vous ne pouvez pas mener cette activité, vous n'êtes pas en conformité ». Et c'est là la gravité de la situation du Congo. Et la gravité, c'est en quoi? Mais c'est que l'administration publique a montré qu'elle n'était pas neutre, qu'elle était plutôt partisane. Parce qu'elle ose, et elle continue à oser, à déclarer à plusieurs reprises, à travers des textes, comme l'arrêté 13 205 du 21 octobre 2020, que le Parti congolais du travail est conforme à la loi. Lorsque l'État se retrouve dans une situation de fraude et de tricherie, la situation devient extrêmement compliquée. La situation devient extrêmement compliquée. Et c'est pour ça que nous disons, et nous répétons, nous allons le répéter assez souvent lors de cette émission, durer la loi, mais c'est la loi. Et je crois que les gouvernants doivent bien intérioriser ce message. Et on doit tout mettre en œuvre pour qu'on puisse aller de l'avant. Le deuxième aspect que nous abordons, toujours par rapport à ça, nous ne ferons pas beaucoup de commentaires parce que dans plusieurs émissions, nous avons insisté là-dessus. Le président de la République est en situation délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle. Le président de la République sait bien, il ne peut pas être président du Parti congolais du travail. Les travaux du 5e congrès ordinaire du parti au pouvoir ont été lancés ce vendredi 27 décembre 2019 à Kintélé en présence des délégués venus des 12 départements du pays ainsi que ceux venus de la France. Ce congrès, selon les responsables, vise à raffermir les idéaux et les valeurs du parti au pouvoir dans la discipline et la cohésion. Chers camarades, l'ambition que nous avons pour notre parti nous interpelle sur le traitement qu'il convient de réserver à l'épineuse question de ses ressources financières. Il nous faut, dans notre réflexion sur l'avenir, mettre en exergue la nécessité d'une autonomie financière du Parti congolais du travail. Les dirigeants du PCT vont aussi profiter de l'opportunité de ce congrès afin de tirer les leçons du passé et envisager de nouvelles perspectives allant dans le sens du développement économique et social du pays. Le congrès dit du cinquantenaire se tient pour célébrer les 50 ans d'existence du parti.
avoir développé une si forte capacité de résilience, on peut vraiment se permettre de parler aujourd'hui de la consécration. Oui, c'est un parti qui entre dans la voie de la sagesse, un parti qui a tout connu dans le pays, un parti qui a l'expérience, l'expertise, la compétence et les ressorts nécessaires pour conduire le peuple congolais vers les cimes rêvées de l'émergence. De nouvelles instances dirigeantes seront mises en place d'ici la fin du 5e congrès ordinaire ce 30 décembre 2019. Le Parti congolais du travail demeure à ce jour le parti politique le plus ancien et le plus représentatif au Parlement avec 95 députés et 51 sénateurs. C'est la violation de l'alinéa 2 de l'article 80 de la Constitution qui dit clairement que le mandat du président de la République est incompatible avec toute responsabilité au sein d'un parti politique. Est-ce qu'on peut expliquer aux Congolais pourquoi ces violations répétées dans l'impunité totale? Est-ce qu'on peut expliquer aux Congolais, après ce qu'on a relevé dans la Nouvelle Espérance, comme critique à l'endroit du président Pascal Lissouba, comme quoi l'une des motivations, ou sinon l'une des raisons qui a motivé la guerre du 5 juin 1997, dont nous connaissons les bilans, c'était les violations répétées de la Constitution par le pouvoir du président Pascal Lissouba. Est-ce que c'est sérieux? Mais la déduction qu'on en fait, c'est quoi? Rien qu'à partir de ces aspects, sans rechercher d'autres. Le président de la République n'a pas respecté les serments qu'il a prêtés, de respecter et de faire respecter la Constitution. Et lorsqu'on dit la loi est dure, mais c'est la loi, que devons-nous faire? Qu'est-ce que les gouvernants doivent faire? Et c'est là. Et on peut pousser plus loin puisqu'on va dans une période fortement électorale. Est-ce que le président du Parti congolais du travail peut organiser des élections libres, démocratiques, transparentes, apaisées et crédibles? La réponse que j'ai donnée, non. Mais on ajoute, suite à un recours introduit par un citoyen qui a carrément posé le problème de l'inconstitutionnalité de l'élection qui avait reconduit M. Denis Sassou Nguesso comme président du Parti congolais du travail. Mais la Cour constitutionnelle y a répondu de manière assez claire. Elle s'y est déclarée incompétente en juillet 2020 et a choisi d'en faire notification au président de la République, au président du Sénat, au président de l'Assemblée nationale, au premier ministre chef du gouvernement, au ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, au ministre chargé de la justice, pour vous redire encore une nouvelle fois, et nous insisterons là-dessus, que les plus grandes autorités de l'État sont bien au courant de la situation. Mais lorsqu'elles répètent et lorsqu'ils disent, elles déclarent clairement, jurer la loi, mais c'est la loi. Vous voyez bien qu'il apparaît une contradiction entre ce qui se dit et ce qui se fait. Maintenant, une fois que depuis 2020, une institution aussi importante que celle qu'est la Cour constitutionnelle a fait constater ça aux plus hautes autorités, quelle a été la réaction qu'elles ont eue? Non, au contraire. Elles se préoccupent beaucoup plus de déclarer que le président Sassou est le candidat naturel à l'élection présidentielle de 2026. Et ça, je tiens à le repréciser, à le redire. Parce que le Premier ministre, en juin 2023, avait déclaré à Paris que le président Sassou pouvait se représenter et qu'il en avait le droit. Oui, parce qu'il y a un article qui dit que le mandat du président de la République est de 5 ans. Il est renouvelable 2 fois. On peut aller sur ce terrain. Mais il faut ajouter que la même Constitution dit, dans son article 80, que le président de la République ne peut pas être président d'un parti. Est-ce qu'on peut voir un candidat qui est en pleine violation de la Constitution poser la candidature, surtout lorsqu'on peut faire la démonstration que la Constitution a été régulièrement violée et qu'il ne s'en est suivi qu'un silence? Posons la question au président du Sénat.
Posons la question au président de l'Assemblée, qui devrait jouer les rôles de contre-pouvoir. Qu'est-ce qu'ils en font? Et c'est là qu'apparaît la notion du système. Parce que si on respecte ce qui est dit à travers le fait de dire durer la loi, mais c'est la loi, il faut dire que tout tombe. C'est-à-dire que le Sénat tombe, l'Assemblée nationale tombe, parce qu'il faut appliquer la loi. Et la disposition de l'article, les dispositions de l'article 31 de la loi relative aux partis politiques, elle est claire. Lorsque un parti politique viole les lois en vigueur, le ministre chargé de l'administration du territoire suspend immédiatement ce parti et ferme ses lots. Pourquoi cela n'est pas possible pour le possible? Et on va y venir tout à l'heure. Est-ce qu'il est de bon escient, dans ce cas-là, de venir parler de vivre ensemble? S'il y en a qui peuvent respecter la loi et d'autres qui ne le font pas. Il y en a qui peuvent faire des complots, qui ne sont nullement inquiétés, qui sont là. Et il y en a qui sont dans les détournements, ils ne sont nullement inquiétés. Est-ce qu'on peut parler véritablement du vivre ensemble? Mais enfin, on va y revenir tout à l'heure. Et je crois qu'on aura l'occasion de se pencher sérieusement sur la situation. Mais ce que nous avons retenu, et ce que les gouvernants doivent retenir, c'est que Dieu est la loi, mais c'est la loi. Et c'est clairement dit pour tout le monde. Nul n'est au-dessus de la loi. Et il faut que nos amis responsables, militants du Parti congolais du travail ne pensent pas que le président de la République est un citoyen particulier qui peut ne pas respecter la Constitution. Bien au contraire, celui qui, de tous les citoyens du Congo, doit veiller au bon respect de la Constitution, c'est le président de la République. Maintenant, l'aspect qui vient après, toujours s'agissant de ces créneaux, c'est l'aspect où nous sommes assez régulièrement choqués. Nous sommes préoccupés lorsque nous voyons des membres du gouvernement, le Premier ministre, les membres de ce gouvernement, dire il n'y a pas d'argent. Et ce n'est pas possible, ça. Il n'y a pas d'argent. Mais l'argent est parti où? L'argent du Congo est parti où? L'argent du pétrole est parti où? L'argent des mines est parti où? L'argent des forêts est parti où? Alors, moi, personnellement, avec mes amis, ce qui nous choque, c'est quoi? Mais c'est que tous ces gouvernants savent que le Congo est classé parmi les pays les plus corrompus du monde. Il fait partie du top 10 des pays les plus corrompus d'Afrique. Et les dossiers sont extrêmement nombreux. Comment parler du manque d'argent alors qu'il faut de la volonté et du courage pour récupérer de l'argent qui a été dilapidé du trésor public? Le recensement biométrique des étudiants inscrits dans les universités publiques à Brazzaville a permis de constater que l'État ne devrait décaisser que 3 milliards de francs CFA par an au lieu de 9 milliards exigés pour le paiement des bourses. Est-ce à croire que 6 milliards de francs CFA se dissipent chaque année sans jamais laisser de traces? Nyanya soki ezalaka te mokonzi te bango moko na moko na moko nakoki kotelemisa boye nalobi yo ozalaka boye osalaka boye oyibaka awa. D'entrée de jeu, au début de cette émission, j'ai évoqué une situation que vous connaissez beaucoup et que vous connaissez bien. Mais le président de la République a dit clairement qu'au lieu de 3 milliards pour payer les bourses, les services en exigeaient 9. Ça fait 6 milliards l'année. Le directeur général des douanes a dit les exonérations douanières s'élèvent à près de 600 milliards de francs CFA pour une rentrée
des recettes douanières, rien que de 180 milliards de francs CFA. Les ONG ont fait des documents pour faire apparaître qu'au ministère de la Santé et de la Population, entre 2020 et 2022, il y a eu 160 milliards. Je ne parlerai pas des révélations des Panama Papers selon lesquelles 5 Congolais détiendraient 5 000 milliards dans les paradis fiscaux. Que se passe-t-il exactement au Congo? Pourquoi ce choix fait non seulement de protéger les responsables des scandales et crimes économiques et financiers, mais ce choix fait pour faire souffrir les Congolais? Et si les gouvernants ne savent pas? Si je prends l'exemple des retraités, j'en suis un. Mais nous avons 41 mois d'arriérés et de pension. Pour la plupart d'entre nous, l'indice ou le paiement de notre pension est toujours à 160 au lieu de 300 depuis 2017. Les bourses des étudiants, la situation est pratiquement la même. Et lorsqu'un député, et je tiens à le dire en termes de rappel, déclare en pleine assemblée qu'il y a de l'argent qui a été débloqué pour une route imaginaire de 137 km, comment expliquer ce silence des institutions? Comment expliquer ce silence du Parlement, de l'Assemblée? Les Congolais ne comprennent absolument pas. Pourquoi ce choix fait de faire souffrir les Congolais? L'économie congolaise repose sur 2 piliers, le pétrole et le bois. Mais c'est une économie localisée sur une toute petite partie du territoire national. Écoutez ce qu'en dit l'économiste Philippe Hugon. L'essentiel du potentiel économique est concentré le long du Poul, c'est-à-dire entre la côte et Brazzaville. Là, sur 7% du territoire, on a plus de 2/3 du potentiel économique. Concentrée sur quelques pourcents du territoire, l'économie congolaise l'est aussi entre quelques mains. Le clan du président Sassou Nguesso est accusé de détournement de fonds publics, de corruption, de clientélisme. L'argent du pétrole et du bois ne va pas dans les caisses de l'État. Aloïs Ligo, Global Witness. On a vu par exemple entre 2004 et 2006 le fils du président de la République, Denis Christel Sassou Nguesso, réaliser des achats dans des magasins de luxe à Paris pour des dizaines de milliers de dollars, dont les factures étaient payées par des compagnies offshore enregistrées dans des paradis fiscaux, dont les revenus proviendraient de la ressource pétrolière congolaise. Pourtant, il y a quelques petits progrès dans le sens d'une plus grande transparence. Aloïs Ligo. Il y a des efforts qui ont été réalisés, ça on ne peut pas le nier. Il y a des informations qui sont publiées sur le site du ministère des Finances congolais. Le Congo participe à l'initiative pour la transparence des industries extractives. Maintenant, est-ce que ces efforts sont suffisants pour réellement résoudre le problème de la corruption? La question reste entière. Pour la population congolaise, en effet, effort de transparence ou pas, les revenus ne sont pas au rendez-vous. Philippe Hugon. On peut considérer par exemple qu'à Brazzaville, alors que normalement il y a des ressources importantes, on a un niveau de bidonvillisation, de pauvreté qui est considérable. Le taux de scolarisation net est tout juste égal à 50%, et dans un pays qui a d'énormes ressources minières, qui évidemment a connu la guerre, c'est sûr, qui s'est terminée en 2003, mais ceci n'explique pas évidemment le niveau de santé, le niveau d'éducation, ou le niveau d'habitat, ou de transport, de logement dans lequel se trouve la majeure partie de la population. Donc on a aussi une distribution très inégale de la rente. Outre le bois et le pétrole, le Congo dispose d'une économie de services, les banques par exemple, très embryonnaire et très liée évidemment à l'exploitation des matières premières. Bref, nous constatons là qu'il y a un paradoxe. Parce que, je dois attirer l'attention des téléspectateurs, le projet de société qui s'exécute actuellement au Congo se dénomme, semble-t-il, Ensemble poursuivons la marche. Mais ça n'a pas été précisé. Mais il est curieux que ceux qui sont chargés de mettre en application ce projet de société ont choisi de placer leur argent dans les paradis fiscaux, à Dubaï, en Chine, etc. Est-ce qu'ils peuvent... Mais ça veut dire que le choix qui a été fait, en réalité, c'est ensemble, poursuivons la marche vers la ruine du pays. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce qu'on peut continuer à faire cela?
Donc voilà tous ces aspects que nous notons comme des paradoxes qui apparaissent, des contradictions, des incohérences entre ce qui se dit et ce qui se fait. Et ce n'est pas du tout normal. Et je passe un peu à ce que j'appellerais dernier point sur cet aspect. C'est le vivre ensemble. C'est devenu le mot à la mode. Tout le monde pense il semble que pour sortir des pays de la situation, non. Pour sortir le pays de la situation actuelle, il faut la bonne gouvernance. Il faut le respect des lois et règlements de la République. Il faut des réformes qui fassent qu'on privilégie l'excellence et qu'on ne tolère pas du tout la médiocrité. Le Congo traverse une grave crise multidimensionnelle depuis plus de 10 ans. Nous avons maintenant la preuve que les gouvernants actuels n'ont pas été capables et ne sont pas capables de sortir le pays de la crise. Même en ayant signé le programme avec le Fonds monétaire en 2022, ils nous ont fait croire qu'en 2024, on allait sortir de la crise. Mais les Congolais eux-mêmes réalisent dans quelle situation ils se retrouvent aujourd'hui. Et pourtant, pendant plusieurs années, je dirais même dès 2012, les voix se sont élevées. Des lettres ouvertes ont été adressées au président de la République pour porter à sa connaissance que le pays traversait une grave crise multidimensionnelle, qu'elle était politique, qu'elle était morale, qu'elle était économique et financière, qu'elle était sociale, qu'elle était sécuritaire, etc. Elle était culturelle. Et qu'il fallait soit les États généraux de la nation, soit un dialogue national inclusif. Mais ils n'ont pas compris. Ça a toujours été le silence, sinon le refus, sinon des déclarations pour dire qu'on avait suffisamment d'argent. On avait suffisamment d'argent, vous avez continué jusqu'où? Ben, vous avez continué jusqu'au bout. Mais plus grave, en 2015, la Constitution du 25 octobre 2015 institue dans ses articles 227 et 228 un Conseil national du dialogue, organe de concertation, d'apaisement et de recherche de consensus entre toutes les forces vives de la nation, surtout les problèmes politiques d'intérêt national. Ils sont tellement nombreux, ces problèmes. Mais figurez-vous que ce Conseil national du dialogue n'a jamais été formellement mis en place. Et on a pris la démarche de mettre la charrue avant les bœufs en nommant le secrétaire permanent avant que le Conseil national du dialogue ait été mis en place. Que cherche-t-on? Que veut-on en réalité? Et malheureusement pour le secrétaire permanent du Conseil de dialogue, dès qu'il a été nommé, a pu bénéficier du soutien de la communauté internationale, surtout des Nations Unies. Et fort de ça, il a lancé en septembre 2019 ce que l'on a appelé le processus constitutionnel du dialogue national sans exclusive, qui comportait 5 phases. Il n'y a qu'une phase qui a été exécutée et le secrétaire permanent a disparu. On n'entend même plus parler du Conseil. Et on vient maintenant pour parler du vivre ensemble. Que cache le vivre ensemble? Il ne faut pas que ce soit une ruse. Parce que maintenant, j'appelle les Congolais à être vigilants. Il ne faut pas que ce soit une ruse. Et nous suivons. Nous avons été appelés à prendre part, sinon à apporter un témoignage à une structure de la société civile. Ce que nous avons dénoncé, soi-disant pour le vivre ensemble. Mais il y a des institutions. Pourquoi le vivre ensemble poserait des problèmes à ce niveau? Ce débat ne peut pas avoir lieu à l'Assemblée nationale. Ce débat ne peut pas avoir lieu au Sénat. Le Conseil national de dialogue. Mais il a été institué pourquoi? Bref, c'est tous ces paradoxes, c'est toutes ces questions qui nous préoccupent. Et nous avons voulu interpeller les gouvernants pour leur dire que le Congo a besoin de paix. Mais la paix, ce n'est pas l'absence de crépitement des armes. La situation du Congo aujourd'hui est une situation de menace de la paix. Non pas seulement parce que nous sommes silencieux par rapport à ce qui se passe à la RDC,
Mais parce que les problèmes à l'intérieur sont extrêmement nombreux et ils ne sont pas résolus. Que faire? Mais nous ne désespérons pas. C'est pour ça que nous passons à la conclusion, en disant que notre attention a été fortement retenue. Lorsque le chef de l'État, premier magistrat de ce pays, a déclaré à l'audience solennelle de la rentrée judiciaire de la Cour suprême que dure est la loi, mais c'est la loi, pour faire constater que les gouvernants du Congo ne respectent pas du tout les lois et règlements de la République et ne respectent pas la Constitution. Ils violent dans l'impunité totale cette Constitution. Mais ils sont rattrapés. Nous disons qu'ils sont rattrapés. Parce que quand le chef de l'État dit durer la loi, mais c'est la loi, ça veut dire qu'il faut l'appliquer. Et aujourd'hui, le président de la République se retrouve dans un dilemme. Il est président de la République. Il a prêté le serment devant la nation et le peuple de respecter et de faire respecter la Constitution. Comment il va faire? Et dans le cadre de ce qu'il doit faire pour faire respecter la Constitution, mais nous portons à sa connaissance que le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi et que le Parti congolais du travail doit être sanctionné. C'est un fait qui est connu maintenant. Et que c'est un scandale que les gouvernants aient osé prendre des textes pour déclarer le Parti congolais du travail comme un parti conforme à la loi. Et nous comprenons maintenant l'hésitation des gouvernants à sortir ce genre de texte. Parce que le dernier, à ma connaissance, qui est sorti pour placer le Parti congolais du travail comme parti conforme à la loi, est de 2002 et de 2022, excusez-moi. Mais 2023, 2024, 2025, on ne sort plus ce texte. Pourquoi? Mais il faut qu'ils sachent, les gouvernants, qu'aujourd'hui, les Congolais savent tous que le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Et nous rappelons aux autorités, nous exhortons le président de la République à ne ménager aucun effort pour que de ce point de vue, et surtout dans le cadre de la gouvernance électorale, le Parti congolais du travail soit sanctionné. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que ce que nous vivons aujourd'hui comme une manifestation du PCT, comme une manifestation de l'UFC, comme une manifestation de la FMC, mais ne devrait pas avoir lieu. Parce que tout ça se fait dans le cadre de la non-conformité à la loi. Et dans le même temps, on vient pour dire qu'on veut de la paix. Est-ce qu'on peut ne pas respecter les lois et règlements de la République et penser qu'on est homme de paix? Je dis non. La paix est notre volet pour la sauvegarde, le maintien, la consolidation de la paix. C'est le respect des lois et règlements de la République. Et en ça, l'article 15 est très clair. Tous les Congolais sont égaux devant la loi. Et on ajoute, nul ne doit être favorisé par rapport à son origine familiale, ethnique, etc. Donc, les choses sont claires. Et nous nous tournons vers le président de la République pour dire, nous avons assez souvent intervenu sur cette question. Nous avons été très heureux d'entendre le président de la République déclarer lors de cette cérémonie de la Cour suprême que durer la loi, mais c'est la loi. Et c'est en ça que le président de la République est placé devant la situation où il doit tout mettre en œuvre pour sanctionner le Parti congolais du travail, avec toutes les conséquences que cela comporte. C'est un des éléments forts qui doit être suivi pour la tenue réussie des élections présidentielles qui s'annoncent. Donc, il est bon que les membres du Parti congolais du travail cessent de faire des réunions pour parler du président du Parti congolais du travail. C'est une violation de la loi. On ne peut pas venir publiquement violer la loi comme ils le font. Mais les choses sont claires, elles sont transparentes.
Et j'adresse un message au Premier ministre, puisque j'ai relu encore son programme d'action gouvernementale. Et lorsqu'il parle de la restauration de l'autorité de l'État, l'un des volets importants de la restauration de l'autorité de l'État, c'est justement le respect des lois et règlements. Et en ça, je renvoie tous les gouvernants, tous les restes, mais à la lecture de leur projet de société. Ensemble, nous poursuivons la marche sur ce qui est dit à ce propos. Et les choses sont très claires. Donc, chers téléspectateurs, j'ai voulu me pencher assez sérieusement sur cette question. Nous y reviendrons souvent parce qu'elle a un impact très fort dans le cadre de la gouvernance électorale. Et vous voyez qu'en un an, ne venez pas demain nous dire qu'on ne savait pas, parce que nous prenons le temps depuis plusieurs années de sensibiliser les gouvernants, de sensibiliser les Congolais. C'est aux gouvernants d'en tirer toutes les conséquences. C'est aux Congolais de prendre leur destin entre les mains. Au-delà de ça, chers téléspectateurs, je viens vous remercier pour votre aimable attention et vous donner rendez-vous pour l'émission de la semaine prochaine qui aura lieu, si Dieu le veut bien, le samedi 15 mars 2025. Et je crois, si l'élection a lieu le 15 mars 2026, nous sommes à un an. Si elle a lieu le 8, nous sommes à un an moins une semaine. Et je crois qu'il faut que nous commençons à faire le décompte des jours. Donc, merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.